Possible consacré à la viande. Faut-il arrêter de manger de la viande? Oui, 47%, non, 53%, et ça vote beaucoup. Alors vous savez ce que nous allons faire maintenant? Eh bien nous allons recevoir notre troisième invité qui va apporter sa réflexion, apporter ses remarques. Il vous a écouté attentivement. Je vais l'accueillir. Et nous accueillons Frédéric Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Lenoir, que vous connaissez bien sûr, Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Installez-vous. Philosophe, sociologue, écrivain. Lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment. C'était en mai 2017, je crois, chez Fayard, aux éditions Fayard, c'est cela? Tout à fait. Vous avez un best-seller. Frédéric Lenoir. Oui, parce que bon, j'aime les animaux, c'est clair. Oui. Depuis que je suis enfant, j'ai de l'empathie et de la sympathie pour les animaux. Et en même temps, je suis quelqu'un qui ne suis pas végétarien, même si je mange de moins en moins de viande. Je suis ce qu'on appelle un flexitarien, c'est-à-dire quelqu'un qui diminue considérablement sa consommation de viande pour des raisons à la fois écologiques, sanitaires, éthiques. Et donc je me situe un peu dans ce débat, dans une sorte de voie du milieu, j'ai envie de dire. J'aime bien. Oui, j'aime bien tout à coup. Vérité, hein, mais... Oui, non, mais j'aime bien tout à coup quelqu'un qui a écouté, qui a réfléchi. Parce que j'entends qu'il y a des bons arguments de part et d'autre. Simplement, je pense que la question est trop clivante pour moi. Quand on dit faut-il arrêter de manger la viande, oui ou non, pour moi, ce qui pose des problèmes écologiques, sanitaires et éthiques, c'est plutôt la surconsommation de viande. C'est-à-dire que le fait qu'on mange beaucoup trop de viande et que du coup, ça crée évidemment des problèmes sanitaires. On l'a rappelé, avec l'OMS ne cesse de le dire, que la surconsommation de viande rouge crée des problèmes cardiovasculaires, etc. Les problèmes écologiques ont été évoqués rapidement. Il faudra certainement y revenir parce que ce sont des problèmes majeurs. On va y revenir. La question de l'eau également, qui est très importante. Et Méricard, on le sait bien, c'est vraiment un énorme problème que la moitié des ressources d'eau potable soient utilisées pour l'élevage. La question de la déforestation a été abordée, etc. Donc il y a plein de raisons qui nous incitent à manger moins de viande. Et pour moi, une des raisons principales, c'est une raison morale. À savoir que pour manger autant de viande, eh bien, on fait subir aux animaux un sort atroce. Et donc ce qui arrive dans beaucoup d'exploitations, c'est heureusement peut-être pas la majorité en France, mais ça l'est au plan international, c'est qu'on a effectivement un système dans lequel l'animal est traité comme un objet, comme une chose. D'ailleurs, il y a une expression qui dit que les cochons, c'est finalement un matériau. Vous voyez, on peut parler. Même si la loi a évolué en France. Oui, j'y ai participé d'ailleurs, parce que c'est moi qui ai fait une pétition intellectuelle pour qu'on considère les animaux comme des êtres sensibles et pas comme des objets. Et donc je crois qu'on continue dans l'élevage industriel intensif à les considérer comme des choses, comme des objets. On ne tient pas compte de leur sensibilité, on ne tient pas compte de leurs besoins naturels. Les cochons, ils ont besoin de terre, ils ont besoin de mouvement. Et si on les met sur des caillebotis ou sur du ciment, ils sont malheureux. Ce qui est le cas de la majorité des cochons élevés en France. Absolument. De la majorité des cochons. Les élevages de poulets de cochons posent énormément de problèmes. Oui, et toutes les directives bien-être animal européennes appliquées aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, justement, ont veillé à corriger pour mettre à disposition des animaux des éléments naturels, de la terre, de la paille et des objets de manipulation pour que le groin puisse être mais malheureusement, utilisé et fuir. Les poules ont des nids de poussière. Minimum. Tout à fait. Oui, mais c'est déjà une amélioration. Oui, dans on un ne peut pas dire qu'effectivement, il y a des petits trucs à la marge. C'est la connaissance d'un certain nombre de scientifiques qui a permis de révéler ce besoin des animaux. Je jette mon livre par Non, je ne le jette pas, je le fais tomber. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, mais... Vous savez pourquoi je le fais tomber? Finissez, vous allez voir pourquoi. Alors, les scientifiques nous aident aujourd'hui à mieux connaître les besoins des animaux, les comportements. Les éthologues nous aident aussi, les vétérinaires nous aident, et nous améliorons nos pratiques au regard de ces connaissances, avec une approche pragmatique, c'est-à-dire en mesurant aussi les progrès. J'ai mis en place un diagnostic bien-être animal dans mon élevage, avec une application sur smartphone qui permet de mesurer la sociabilité des animaux, la rapidité avec laquelle ils viennent vers moi quand je rentre dans l'élevage et dans leur case en particulier, la rapidité avec laquelle ils vont vers leurs congénères quand ils se lèvent pour aller soit le chahuter, soit l'ennuyer, soit jouer, pour aller boire, pour aller manger. Tout ça, on le mesure, on le quantifie aujourd'hui en élevage. Alors c'est vrai que c'est une approche scientifique, c'est assez méconnu. J'ai visité récemment un élevage en Autriche où il y avait 90 truies
Et le jeune agriculteur avait mis en place tous ces éléments-là, des jouets pour les porcs, des petits râteliers à foin et à luzerne pour que les porcs puissent avoir ces objets et les mâchouiller, comme on dit, les mâchouiller, employez les termes que vous voulez. Donc ça évolue. Les vaches aujourd'hui ne sont plus attachées comme elles l'étaient auparavant. Ces progrès sont rentrés dans nos élevages. On en fera d'autres. Et les éleveurs agriculteurs en sont conscients. Oui, mais peut-être pas tous, avec mais beaucoup. Avec un élément que ne donne pas Christian Lambert. Et c'est là que je dis que on a un dialogue à entamer. Ça peut paraître surprenant, vous et moi, c'est-à-dire les antispécistes et les éleveurs. C'est qu'en même temps, on vous met une pression, vous les éleveurs, pour produire toujours plus et toujours moins cher. Et c'est incompatible avec la notion de... Mais vous quelle pression mettez-vous à Christian Lambert? Vous lui dites, arrêtez d'élever. Je dis à Christian Lambert, à tous les éleveurs... Arrêtez d'élever des animaux qui sont consacrés... Non, ça c'est vous qui le dites. Pardon, si vous me laissez parler, je vais vous dire ce que je veux dire. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi des animaux, dire ce que vous voulez que je dise. Animaux qui sont consacrés à nourrir des êtres humains. On est bien d'accord. Moralement, c'est absolument intenable ce que vous dites. Voilà. C'est intenable ce que vous dites. Oui, ce que vous dites, c'est intenable pour Christian Lambert. C'est intenable de dire qu'on ne peut plus vivre, Christian Lambert. On ne peut pas finir une phrase, en fait. Non, mais c'est le concept du show. Caron. Caron. Non, mais je vous renvoie l'appareil. Hein. Alors allez-y maintenant. Bon, allez. Trop gentil. C'est intenable, en effet, que de faire naître un être sensible, un être vivant, et de lui faire subir ce qu'on désire, ce qu'on souhaite pour lui, en disant, mais de toute façon, on peut lui faire subir ça puisqu'il est né pour ça. Vous imaginez un petit peu la perversité intellectuelle que c'est? Rien ne justifie cela. Et je ne dis pas, je dis à Christian Lambert et à tous les éleveurs qu'il faut qu'on discute parce que je pense en effet qu'il y a un gros problème sur l'élevage aujourd'hui qui vit grâce aux subventions européennes notamment. Pas moi. Tant mieux. Pas en élevage de porc, pas en élevage de volaille. Pour vous, ça dépend des années. Pas en élevage de lapin. Ça dépend des années. Non, mais alors, oui ou non, ça dépend pas des années? Non, ça dépend pas des années, jamais. La filière des éleveurs n'a jamais été vraiment dans le besoin. Souhaitez-vous, alors je pose une question à Émeric Caron, souhaitez-vous la fin de l'élevage? Je souhaite. Oui ou non? Je souhaite la fin de l'élevage. Je souhaite qu'on entame dès aujourd'hui un processus pour aller vers une transition agricole, vers une agriculture qui soit entièrement... L'agriculture sans élevage n'est pas possible. Qui soit entièrement végétale. Les animaux en élevage ne sont pas en souffrance. Je souhaite que l'on redonne à l'agriculteur, en France, toute la place qui est la sienne. Disparaître s'il est éleveur. Rousseau disait que l'agriculteur, c'est le métier le plus noble de l'humanité. Et je suis d'accord. Laissez-nous vivre. Laissez-moi finir développer un argument. Mais vous êtes tellement long, Émeric Caron, que vous ne finissez jamais. Vous ne finissez jamais. Donc, moi, je veux bien vous laisser finir, mais si vous ne finissez pas... Pour sortir de la caricature, il faut parvenir à faire une phrase qui dépasse 10 mots. Alors, non, il s'agit de nourrir le débat et que chacun puisse s'exprimer. Les agriculteurs en France, le nombre d'agriculteurs, et là je parle sous le contrôle de Christian Lambert, a diminué, je crois, a été divisé par 4 en 50 ans. Et le nombre d'exploitations agricoles, même chose. Comment voulez-vous faire de la qualité dans ces conditions, sachant qu'il y a de plus en plus d'humains à nourrir? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est redonner au métier d'agriculteur toute sa noblesse. Il faudrait même, pour moi, que ce soit un métier qui quasiment dépende de l'État, parce que c'est une mission de l'État. L'agriculture sans élevage, j'ai compris. Agriculture sans élevage. Le fait de nourrir. Frédéric Lenoir. C'est incroyable. Frédéric Lenoir. Le fait de nourrir. Émeric Caron, vous n'allez pas monopoliser la parole toute la soirée. Vous dites des choses insensées, vous dites l'agriculture sans élevage. Christian Lambert. Mission de service public. S'il vous plaît. Frédéric Lenoir a le droit de s'exprimer. Je ne suis pas d'accord. Il a le droit de s'exprimer. Je savais, en acceptant de venir dans cette émission, j'aurais beaucoup de mal. Bon, alors allez-y. Mais non, vous n'allez pas avoir de mal. Eh bien, je vous la donne. Alors allez-y. Moi, je ne suis pas pour la suppression de l'élevage. Mais je pense qu'effectivement, et là, je rejoins quand même Émeric Caron sur ce point, je pense qu'il faut complètement repenser l'élevage dans le cadre de la mondialisation, parce qu'on sait que les éleveurs français ne vont pas pouvoir concurrencer les éleveurs brésiliens, chinois, etc., qui sont des choses épouvantables. Et donc, la chance de la France, de ce qui serait un élevage français, c'est un élevage qualitatif. Qualitatif tant pour les éleveurs, qui auraient plus de temps à consacrer à leurs bêtes, qui aiment leurs bêtes et qui ont envie de passer du temps avec elles et pas être uniquement d'être dans la productivité en permanence, et qualitatif pour les animaux, qui auraient plus de temps de vie, qui auraient une meilleure qualité de vie, qui pourraient être abattus à la ferme. J'ai entendu ça tout à l'heure, je suis cette initiative depuis longtemps, c'est une excellente possibilité pour éviter les abattoirs qui sont quand même des zones noires, parce qu'on peut aimer ces animaux. Et c'est une façon de responsabiliser l'éleveur agriculteur. Avec une difficulté.
difficulté il y a une malgré solution. tout que j'évoquerai. Je termine, juste, Attends, je vous laisse le dire après. laissez Frédéric Et alors Lenoir c'est pour ça terminer. que moi je milite quelque chose et je souhaite vous rencontrer pour ça, et c'est l'occasion d'entamer une discussion entre nous. Je pense qu'il y aurait une solution, c'est de créer un label éthique du bien-être animal, qui fait qu'on donnerait de l'information aux consommateurs. Voilà, vous avez telle viande, on a une notation comme pour les œufs, de 0 à 5, on sait que 0, ils ont eu le maximum de possibilités. Vous savez que c'est en préparation. Faisons la même chose, allons plus loin, faisons la même chose pour tous les animaux, pour les poules, pour les vaches, pour les cochons, etc. Et mettons comment ils ont été élevés, comment ils étaient nourris, est-ce qu'ils ont été en plein air, est-ce qu'ils ont été libres de mouvement, combien de temps de vie ils ont eu, etc. Tout ça, on rentre tout ça dans un logiciel et on vous sort une notation. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui seraient prêts à payer plus cher la viande si on sait que l'animal a été davantage respecté. Et ça, c'est la chance des éleveurs. Parce que du coup, vous allez vraiment vous en sortir face à la mondialisation. On fera un élevage de plus grande qualité, avec un abattage à la ferme. Ça veut dire beaucoup moins de production intensive. C'est clair qu'on va arrêter de faire des grandes fermes et d'avoir des centaines de cochons entassés les uns sur les autres. Mais ici, personne n'en veut. Aymeric Caron n'en veut sûrement pas, mais nous non plus. Ce serait du gagnant-gagnant pour les éleveurs, pour les animaux et pour les consommateurs, parce que je pense que quand on alors, souffrance améliorer, c'est pas bon, effectivement. Pour corroborer ce que vient de dire Frédéric Lenoir, pour améliorer les performances des animaux d'élevage, on pratique parfois des croisements, voire même des modifications génétiques. Écoutez et regardez le reportage de Charlotte Perronnet. Je lui répondrai après. À première vue, les vaches de Cédric n'ont rien de particulier, des limousines élevées en agriculture biologique. Mais quand on les regarde de plus près, on remarque que ces vaches n'ont pas de cornes, un choix assumé de l'éleveur. Mais attention, qui dit bovin sans cornes ne dit pas animal génétiquement modifié. C'est quelque chose qui est totalement naturel. Il suffit d'accoupler un animal cornu avec un animal sans cornes et on obtiendra des animaux sans cornes. En termes de bien-être animal, il n'y a pas de coups de cornes qui partent à droite et à gauche, on va dire. Et puis pour l'éleveur, il y a beaucoup moins de risques à travailler avec ces animaux sans cornes. Cédric insémine donc ses vaches avec des taureaux qui présentent ce gène, des taureaux qu'il choisit sur catalogue pour les qualités qu'ils transmettent. Il y a des reproducteurs qui vont transmettre plus de lait, qui vont transmettre des aplombs meilleurs et donc la capacité de davantage se déplacer sur nos montagnes et d'aller chercher l'herbe dans des endroits où on n'aurait pas pensé qu'elle puisse aller. Et l'utilisation de la génétique en production animale ne s'arrête pas là. À une centaine de kilomètres dans son exploitation, Michael a même fait génotyper certaines de ses vaches laitières. C'est une technique qui permet de lire sa carte génétique et qui nous permet d'identifier très tôt ses qualités et ses défauts que l'on prendra en compte quand l'animal sera en âge d'être mis à la reproduction. Une technique qu'il utilise pour répondre aux attentes des consommateurs. On est assez attentif à des caractères plutôt qualitatifs, c'est-à-dire sur la qualité du lait, par exemple, ou sur des critères de santé. Ces critères-là, on souhaite les accentuer. On peut arriver à avoir plus de résistance sur certaines maladies. On va limiter l'utilisation de nos antibiotiques pour soigner l'animal si tel est le cas. L'exemple de la qualité du lait, ça impacte bien entendu notre revenu, puisque nous sommes payés sur la qualité, et évidemment le consommateur, parce que le lait qu'on livre est plus riche. Un gain économique rendu possible grâce au travail de scientifiques, notamment ceux de l'Institut national de recherche agronomique, ou d'Alice, une union de coopératives qui travaille sur la génétique animale et sur son futur. On sait que très rapidement, la Chine, les États-Unis pourraient mettre sur le marché des animaux dont le génome est corrigé. Et clairement, en France, la société ne le souhaite pas, les éleveurs ne le souhaitent pas. C'est une technologie nouvelle. On ne doit pas laisser mettre sur le marché des animaux dont le génome aurait été corrigé sans avoir un minimum de recul. En France, vous l'aurez donc compris, il est question de sélection et non pas de modification génétique. Par contre, au Canada, des saumons transgéniques sont commercialisés depuis 1 an. Développés par une société américaine, ils ont la particularité de grandir 2 fois plus vite que la normale. Voilà, manipulation génétique, voilà un danger. Frédéric Lenoir. C'est évident que dès qu'on a manipulation génétique, on ne sait jamais ce qu'on va produire. On ne sait jamais vers quoi on va aller. Et donc, je pense qu'il faut du recul et de l'observation. Après, cela dit, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que ça existe depuis longtemps. Par exemple, pour les chiens, ça fait longtemps qu'on fait des croisements pour obtenir tel type de race qui ont telle qualité, etc. Donc, lorsqu'on fait des croisements sans modification génétique, pourquoi pas? Ça n'a rien de scandaleux. Voilà, lorsqu'on fait de la modification génétique, ça pose évidemment question. Christiane Lambert. On peut aussi croiser certaines races pour avoir des animaux plus maternels, des truies plus maternelles, plus douces, des vaches plus douces, des qualités de vélage qui permettent aussi à la vache de moins souffrir. Tout ça, c'est aujourd'hui connu grâce à la connaissance génétique. Pour répondre à la question de M. Lenoir sur le bien-être et l'évolution du bien-être, les indicateurs de bien-être, les indicateurs comportementaux nous permettent aujourd'hui d'améliorer les choses.
Il y a aujourd'hui une réflexion dans la profession agricole pour justement faire cette notation des critères environnementaux et des critères de bien-être animal dans les élevages sur des bases scientifiques, Dieu merci, pas seulement d'appréciation visuelle ou un peu à la légère, c'est très sérieux, et ce qui nous permettra, parce que les consommateurs le demandent, d'apporter des réponses, comme pour les œufs, des œufs en plein air. Donc des vous seriez œufs d'accord pour la mise en place d'un label éthique qui tienne compte du bien-être animal? Oui, mais ce que je veux dire quand même, monsieur Lenoir, et c'est là où je corrige une partie de ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, les animaux ne sont pas entassés dans des bâtiments. Il y a des règles de surface par animal qui ont évolué aussi. On n'est plus comme il y a 30 ans. Il y a aujourd'hui des surfaces minimales, il y a des vous pouvez me dire matériaux... la surface minimale des truies dans votre ferme? Mes truies sont en liberté sur paille par case de 6. Et quand elles vont à la salle de mise la superficie de la elles case? sont... La superficie où elles sont 6. Je n'ai pas en tête. J'ai pas en tête, mais enfin, c'est une case qui fait grosso modo 6 mètres sur 4, dans lequel il y a 6 animaux. Ben c'est quand même très peu. Ah ben les animaux ont besoin de beaucoup plus de mouvement pour s'épanouir. Ah oui, mais non, mais je vous invite à le voir parce que je vous assure qu'il y a vraiment de la place. Je ne suis pas sûre de mes données, mais je peux vous dire qu'elles ont de la place. Quand elles sont gestantes et en liberté, quand elles viennent en maternité, elles viennent dans une case bloquée pour ne pas écraser leurs petits, sinon si elles sont en liberté, il y a un risque de les écraser plus. Et nous sommes en train de tester ce qu'on appelle des maternités liberté, c'est-à-dire que la truie est bloquée pendant les 4 premiers jours après avoir mis bas pour ne pas écraser ses porcelets. Et ensuite, on ouvre les barrières et la truie est libre avec ses porcelets dans la case et elle peut évoluer avec ses porcelets. Ça fait partie des éléments reconnus comme un mieux-être. C'est aujourd'hui en commercialisation et les nouvelles porcheries qui se construisent aujourd'hui, de plus en plus, adoptent. On évolue au regard aussi de ces attentes. Mais moi, je souhaite qu'on puisse les quantifier pour ne pas avoir des approches à la légère, mais nous entendons cette attente du consommateur. S'il y a aujourd'hui des porcs sans antibiotiques, des poules plein air, des lapins élevés dans des cages aménagées pour plus être enfermés... Bien sûr, et regardez l'étude qui est sortie aujourd'hui. 92% des Français font confiance aux agriculteurs, mais attendent plus de traçabilité, de bien-être, de réponse santé et de réponse environnement. Donc un label éthique, pourquoi pas? Un label éthique qui demande la traçabilité et la transparence. Mais et ça, il faut le mettre ensemble avec des associations. Émeric Caron, un label éthique, on peut travailler. Indispensable? Non, mais parce que... Avec plaisir. Prenons date. Vous n'êtes pas dans ce débat. Non, mais je veux bien vous y n'êtes pas dans ce participer si débat. vous m'y invitez. Mais vous êtes là. Non, mais ce que je veux dire, un label éthique, pourquoi pas? Effectivement. Non, mais je veux dire effectivement que c'est pas la solution qui m'intéresse. Mais je sais. Mais même on peut s'interroger sur cette solution parce que le défaut qu'elle a pour les mangeurs de viande, c'est qu'elle va considérablement diminuer la quantité de viande disponible. Parce que c'est vraiment une viande de qualité. On ne va plus, dans ce cas-là, pouvoir approvisionner autant qu'on ne le fait les Français, alors les autres, et d'autres pays encore moins, de toute cette viande, puisque déjà... C'est pour ça qu'il faut diminuer la consommation de viande. Alors, ça, c'est la première... Mais elle diminue. Elle diminue, la consommation de viande. Ce sont deux débats différents, c'est-à-dire que la diminution de la consommation de viande, c'est un impératif pour quiconque se soucie un tout petit peu de la planète, un tout petit peu de sa santé, un tout petit peu du bien-être animal. C'est absolument obligatoire. Et je vais aller plus loin, je vais être d'accord avec vous pour dire que oui, on pourrait trouver des solutions pour qu'on continue à élever des animaux, pour que ça ne pollue pas trop, pour que ça n'ait donc pas trop d'impact sur les sols, sur l'air, etc. On pourrait trouver des solutions pour que des animaux ne soient pas trop malheureux. C'est-à-dire qu'ils aient suffisamment d'espace pour qu'on ait le sentiment qu'ils s'épanouissent un petit peu au cours de leur vie, que ce soit des cochons, des poules. Même les lapins, vous parlez des lapins, c'est 99% des lapins qui sont dans des toutes petites cages aujourd'hui confinées. Donc il y a beaucoup à faire. Bon, on pourrait faire cela. Pas toutes petites. Si, c'est la réalité. Non, là quand même, il faut être honnête. En revanche, dans ce cas-là, il y a une question qui se pose quand on sera arrivé à ce système, parce qu'on va sans doute passer par là un jour dans notre histoire. Pourquoi continuer à tuer ces animaux-là? Pourquoi le faire? Et là, on arrive à la question philosophique. Ça s'appelle. C'est la question philosophique. Alors, justement, tout à l'heure, Émeric Caron, votre livre est tombé, je l'ai fait tomber. Et il s'est ouvert à la page 167. C'était un peu prévu. Hein. Je vais vous lire. À propos des poules. Non, mais je vais vous lire. Si vous avez un poulailler chez vous et que vous le refermez la nuit pour prévenir les attaques de belettes ou de renards, vous savez très bien que le matin, les poules vous attendent avec impatience devant la porte grillagée que vous leur ouvrez pour qu'elles puissent se promener. Elles ne supportent pas de rester confinées sans bouger. Vous remarquez aussi qu'elles ont des amitiés ou des inimitiés. Certaines sont très copines, d'autres s'ignorent, d'autres encore se chamaillent. Il y a une hiérarchie dans la vie de groupe, des engueulades, des humeurs. Que fait une poule toute la journée? Elle cherche de la nourriture, gratte la terre, prend des bains de poussière dans des trous qu'elle creuse elle-même dans le gazon et aime parfois se retrouver perchée sur un arbre ou dans un arbre. Et si vous marchez par inadvertance sur la patte d'une poule, que fait-elle? Elle crie. Logique. Les animaux ont-ils une conscience?
Les animaux sont des êtres sensibles. Il y a bien longtemps que les éleveurs le savent. Quand on élève des animaux depuis 30 ans comme moi, je sais très bien que les animaux sont sensibles, sont intelligents. J'avais une vache qui s'appelait Polka, ma première vache, ma préférée. Dès que j'arrive à l'étable le matin, elle beuglait, elle me reconnaissait. On a des vaches qui sont leaders du troupeau, on a des trucs qui sont sympas, d'autres qui sont agressives. Bien sûr qu'on sait que nos animaux sont sensibles, mais il y a une différence entre la sensibilité et la conscience. Et je sais qu'il y a un débat très fort sur ce sujet. Non, mais la il a été sensibilité, tranché, ce débat. oui, bien sûr. Il a été, et non, dans il a le été code tranché, rural, notamment par dans le code rural, de scientifiques dans le avec la code déclaration rural, la Cambridge. sensibilité des animaux était reconnue. Ça a été inscrit dans le Code civil en 2015, suite à l'amendement de M. Glavany, ce qui a permis de renforcer aussi les sanctions vis-à-vis des actes malveillants, notamment dans le Code pénal, pour ceux qui se comportent mal avec les animaux. Mais les éleveurs se comportent bien avec leurs animaux. Pourquoi nous comporterions-nous mal? Un animal qui est élevé dans de mauvaises conditions, on le voit souffrir, on souffre nous-mêmes, il ne produit pas, ça ne nous va pas non plus. Donc l'élevage est synonyme de bien-être et de bonnes conditions de traitement. Alors la conscience, on va avant de revenir, Frédéric Lenoir. Même au-delà de la conscience, prenons l'affectivité des animaux. On sait qu'ils ont des affects, des émotions, une sensibilité forte. Quand vous séparez très très tôt une vache de son petit veau, c'est une véritable souffrance, et pour la vache et pour le petit veau. Et donc c'est ce qu'on fait. Évidemment, on est obligé de le faire si on veut une production importante de lait. Et on ne peut pas nier que c'est véritablement une souffrance par rapport à la nature de ces animaux. Oui, c'est un moment difficile, tout comme quand on fait le sevrage des porcelets à 4 semaines dans notre élevage. Les porcelets sont perdus sans leur mère pendant 2-3 jours. Ils chouinent, ils pleurent, ils cherchent à téter. Oui, ce sont des moments particuliers. Et nous le voyons. Qui implique une souffrance, très vite, Émeric Caron, parce que je voudrais que nous rejoignions non, mais je voudrais juste Ariel Moreau. On ne peut pas laisser dire aujourd'hui en 2018 la question de la sensibilité, ok, mais la question de la conscience n'est pas tranchée. Il faut être sérieux. Tous les scientifiques aujourd'hui nous disent que les animaux ont une conscience. Même des insectes ont une conscience. Alors là, on est à un degré de conscience extrêmement minimal, je vous l'accorde. Tous les animaux dont on parle principalement, nous, ici, ce soir, ont une conscience, c'est-à-dire une capacité à expérimenter d'abord le monde, à expérimenter la joie, la douleur, à expérimenter des rapports sociaux. Connaître ça. Et pourquoi j'ai pris l'exemple des poules? Connaître, oui. Ce sont mes poules. Donc voilà, parce que ce sont... Connaître sa propre réalité et la juger. Et ce que j'ai voulu parler de mes poules, parce que la poule... Vous devriez parler de votre chat, il s'appelle Jean-Jacques. Il faut le dire, Jean-Jacques Baudin. Oui. Vous avez 3 chats, Chloé, Jean-Jacques et Edmond. Absolument. Et Jean-Jacques est joueur, il adore piquer des boules caisses dans le tiroir, jouer avec, mais il adore regarder la télé. Mais c'est pas vrai, je dis que c'est pas vrai, moi, Christiane. Je déteste la télévision, ça tombe bien. Autant, mais j'ai pas fini. Pourquoi l'avez-vous appelé Jean-Jacques? Pourquoi l'avez-vous appelé Jean-Jacques? Non, Christian Lambert, c'est peut-être pas la question. C'est un hommage à la fois à Rousseau et à Goldman. Bon, alors... Et pas Jean-Jacques Bourdin. Et à Jean-Jacques Bourdin en troisième. Et donc, non, oui. Alors, je voulais juste dire... Et ensuite, je voudrais autant aller le chat, dans le public. Je crois que beaucoup de gens ont commencé à comprendre la complexité du caractère du chat, sa sensibilité. Autant la poule, c'est beaucoup moins sûr. C'est pour ça que j'ai voulu le raconter. Et la poule, c'est vraiment un animal qui est méprisé, qui est moqué. Souvent, si je vous dis que j'aime ma poule, oh là là là, on va tout le monde regarder. Et j'ai justement voulu prendre cet exemple pour montrer que cet animal, dans les élevages, est souvent très, très mal traité. Si vous cherchez, par exemple, des œufs de qualité qui ne fassent pas attention, vous en trouvez quasiment pas. C'est très dur. Il y a toujours un problème. Si les œufs marqués 0 ou 1, ok, on va pouvoir en parler. Mais quand même, c'est très compliqué. Ce sont des animaux qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de rapports sociaux qui leur sont refusés dans la plupart, dans quasiment 99,9%. Avant de parler des droits, avant de parler, attendez. Mais toute la question, c'est notre sujet. Bon, alors, Frédéric Lenoir. C'est tout le sujet. Frédéric Lenoir, vous voulez nous parler de la conscience des cochons? Oui, parce que c'est des cochons. Christian Lambert, écoutez bien. J'en rajoute une couche sur ce que vient de dire Émeric Caron, parce qu'effectivement, les études scientifiques se sont multipliées sur le comportement animal, leur sociabilité, leur intelligence, leur conscience, leur affectivité. Et on pensait très longtemps qu'un cochon, c'était un peu un animal extrêmement rustre, etc. Peut-être pas ceux qui les connaissent bien. Mais dans l'esprit du public, regardez les expressions qu'on a, t'es qu'un porc, etc. C'est quelque chose de très négatif, le cochon. Et en fait, on a fait des études scientifiques incroyables qui montrent que les cochons ont une intelligence remarquable, qui sont capables, dans des jeux vidéo, de battre des chiens, voire des fois des chimpanzés. C'est-à-dire que leur intelligence est remarquable. On pourrait vivre avec des cochons et ils auraient des qualités relationnelles avec nous qui seraient similaires à celles des chats et des chiens. Certains le font. Et certains le font. Et donc là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas traiter ces animaux-là comme on le fait dans la plupart des élevages. On devrait tenir compte de leur intelligence, de leur conscience. Mais je vais aller plus loin. Je vais poursuivre. Attendez, laissez Frédéric Lenoir terminer. Non, mais j'ai fini. Et là, Frédéric met le doigt sur le sujet qui nous intéresse, qui est le sujet de l'antispécisme. C'est-à-dire qu'en réalité, le cochon, justement, à cause de tout ce que vient de dire Frédéric, est très très proche du chien.
Il est même plus proche de l'homme que ne l'est le chien. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi on a fait un tri parmi ces espèces et qu'on a décidé que les chiens, eux, avaient le droit d'être chouchoutés, qu'on devait les soigner, qu'on ne devait surtout pas les tuer, parce que si aujourd'hui vous violentez un chien, si vous le tuez, vous pouvez aller en prison pendant 2 ans, vous pouvez écoper de 50 000 € d'amende, c'est puni par la loi, c'est répréhensible. Pourquoi on fait ça? Et qu'en même temps, le cochon, qui a les mêmes caractéristiques d'intelligence, de sensibilité, de besoins sociaux, est traité comme un objet dans la plupart des élevages. Donc, je sais, même si parfois il est traité, on va dire, quand même gentiment, mais il reste un objet, c'est-à-dire un objet de profit notamment. Je sais que vous... C'est un animal, c'est pas un objet, monsieur Caron. Non, parce que Christiane Lambert, s'il vous plaît, s'il vous Et plaît. les éleveurs ont des devoirs vis-à-vis des animaux. Ne sont pas faits pour être tués pour qu'on fasse de l'argent sur eux. Un éleveur a des Émeric Caron devoirs pense que vis-à-vis nous de sommes ses des animaux. assassins, des tortionnaires. D'animaux. C'est vrai? C'est faux. Oui. Oui. Non, mais Bon. c'est faux. Alors, maintenant, je vais dans le public rejoindre Ariel Moreau. Ariel Moreau, je vous donne le micro, Vous êtes avocate, Oui. droit des animaux, c'est cela? Voilà, tout à fait. Je Alors, travaille pour l'association One Voice. oui. Attendez, prenez le micro un peu plus près, voilà. Ça a évolué, quand même, en France, hein, le droit des animaux. Fondamentalement, depuis 1850, je dirais non. La véritable révolution, elle a eu lieu au 19e siècle quand on a créé des infractions pénales, c'est-à-dire qu'on a permis de condamner des gens à des peines de prison ou des peines d'amende parce qu'ils maltraitaient les animaux qu'ils possédaient. Donc là, on a porté une atteinte à la propriété des gens dans l'intérêt d'un animal. Donc ça c'était la vraie révolution. Si j'ai bien compris, nous avons le droit de ne pas souffrir. Un animal devrait avoir le droit de ne pas souffrir. Mais certains animaux ont déjà ce droit-là. C'est ça le problème. Alors, est-ce que certains animaux ont déjà ce droit-là? Non, enfin tous les animaux sont soumis en fait au même régime. Ah non, parce pas que les même animaux sauvages. Les animaux de compagnie, les animaux non. d'élevage sont tous soumis à des régimes différents. Les animaux ont pas. Excusez-moi, je vais essayer de parler aussi. Donc en fait, les animaux qui sont soumis au même régime, ce sont les animaux domestiques, les animaux apprivoisés et captifs sauvages. Donc effectivement, les animaux qui n'appartiennent à personne, qui sont sauvages, vont être protégés par contre quand ils appartiennent à une espèce protégée, comme les loups, etc., où là leur destruction va être interdite. Mais ceux qui sont protégés des maltraitances, effectivement, ce sont les animaux domestiques, sauvages captifs et sauvages apprivoisés. Et ils sont soumis à peu près tous au même régime, parce qu'on a des élevages de chiens, hein, ça relève aussi de l'agriculture d'ailleurs, et des élevages de chiens qui sont destinés à des fins scientifiques. Si je peux me permettre ce que vous dites, mais mérite quand même quelques nuances. Ce qui est extrêmement choquant dans la loi aujourd'hui, c'est qu'une même espèce, un même animal, peut bénéficier de droits extrêmement différents selon la catégorie dans laquelle on l'a placé. Le lapin, par exemple, est un exemple formidable. Si c'est un lapin de compagnie, on ne va pas avoir le droit à un lapin, oui, effectivement, de petit animal, comme votre chien, comme beaucoup de gens ont aujourd'hui, on ne va pas avoir le droit de le faire souffrir. Si quelqu'un vient le faire souffrir, vous savez très bien que le propriétaire peut porter plainte. En revanche, si c'est un lapin dans un laboratoire d'expérimentation, on le fera souffrir toute la journée. Et ceux qui lui font subir ce traitement-là ne seront pas inquiétés. Si c'est un lapin sauvage, il est protégé par rien du tout. Si c'est un lapin, un lapin d'élevage, là, il est soumis aux lois de l'élevage avec un certain nombre de normes de bien-être qui sont très minimales d'ailleurs le concernant. Donc vous voyez bien que c'est là qu'il y a une injustice fondamentale. Un chien par exemple, en fonction de l'état dans lequel il se trouve, est-ce que oui ou non il est adopté par une famille, est-ce qu'il est errant, est-ce que c'est un chien de laboratoire comme un beagle? Parce qu'il y a aussi des chiens qui sont utilisés actuellement pour des... Là, je suis entièrement d'accord avec Émeric Caron. Il n'a pas du tout dépend de les mêmes droits. l'intérêt de l'humain par rapport à l'animal. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait unifier davantage, puisqu'on parle, vous êtes une spécialiste du droit animal, il ne faudrait pas unifier davantage la législation pour qu'on puisse considérer que les animaux doivent être... Par exemple, que la cruauté sur les animaux doit être condamnée, quel que soit le type d'animal et le statut qu'il a. Alors aujourd'hui, le régime, il est identique, qu'on soit bien d'accord, même si ça peut vous surprendre, le régime, il est identique pour ces animaux domestiques. Vous appelez régime, le fait est que concrètement, dans la loi, ce que cet animal peut endurer change en fonction du statut qu'on lui a donné. Qui soit, en fait, s'il subit des mauvais traitements, ce sera, quelle que soit, je veux dire, la destination de cet animal, normalement, toute personne qui détient un animal n'a pas le droit de le maltraiter. Je prenais l'exemple des animaux de laboratoire. Mais non, c'est une discussion. Les animaux de laboratoire. Non, mais laissez-la parler, quand même. Les juristes. Voilà. Non, mais oui, par mais contre, c'est une excellente association en plus que je soutiens et dont je suis membre. Attendez. Là où je ne suis pas d'accord avec, là où je suis pas d'accord avec ce qui a été dit, c'est quand on dit que les animaux d'élevage ne souffrent pas. Et là, je ne peux m'inscrire qu'en faux. Parce que, effectivement, et je pense qu'on en a fait la démonstration quand vous parlez de labels.
vous parlez de label éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose de connaissances scientifiques qui sont indiscutables, qui vont nous dire comment un animal doit être élevé et comment il doit être entretenu pour pouvoir se comporter normalement et pour être heureux en quelque sorte. Et à côté de ça, on va avoir des régimes différents. C'est-à-dire que si vous êtes dans un label rouge ou une appellation agriculture biologique, ou alors sans appellation valorisante, vous allez avoir des surfaces qui vont différer pour des animaux qui appartiennent à des espèces similaires. Ça veut dire qu'on a des règles différentes de bien-être qui s'appliquent pourtant à des espèces identiques. Et là, à mon sens, on sait aujourd'hui que le mauvais traitement, il est caractérisé dès lors que vous ne traitez pas un animal de la meilleure façon qu'il soit, puisqu'on a les connaissances scientifiques qui nous permettent de le traiter de la meilleure façon qu'il soit aujourd'hui. Donc, effectivement, la maltraitance, elle devrait commencer là. C'est pas normal aujourd'hui que, par exemple, des animaux qui sont élevés sous filière agriculture biologique vivent dans de meilleures conditions que les autres. Ça veut dire que les autres sont quoi? Les autres, ils sont maltraités alors. Et pourtant, écoutez, c'est l'évidence. Enfin, moi, ça me semble logique. Et là, c'est inadmissible que le mauvais traitement ne soit pas caractérisé. Mais non. Enfin, Christiane Lambert, allez-y. Non, pourquoi non? Non, les règles ont évolué. Un animal qui est élevé, qui est en label d'abord, quand ce sont des bovins, excusez-moi, mais les bovins, on le sait, en France, ils ont quand même beaucoup d'espace. Les animaux qui sont en label sont des animaux qui bénéficient de beaucoup d'espace. C'est un choix éthique qui a été fait de dire que lorsqu'un agriculteur est un agriculteur biologique, il n'y a pas un fondement. D'ailleurs, il n'y a pas toujours un fondement éthique ou comportemental ou bien-être derrière ces règles-là. C'est comme lorsqu'on dit qu'un animal ne doit pas sortir dehors ou doit sortir dehors. Qu'est-ce qui caractérise? Quel élément qui caractérise? C'est pas si simple que ça. Bien. À l'étranger, en Europe, en Suisse, je crois, la législation est encore plus favorable à l'animal. Alors, c'est parce qu'il y a certains pays qui même les végétaux en Suisse sont protégés. Il y a certains pays qui ont intégré en fait à la Constitution la protection des animaux. Mais si vous voulez, c'est donner des droits à des animaux entre guillemets, ça n'a pas d'intérêt si derrière vous mettez pas en place les mesures effectives pour les protéger. Parce que bon, admettons qu'on va fixer des règles, on va dire on n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Admettons qu'on ait ces règles. Derrière, si on n'a personne pour les faire respecter, et si on n'a pas non plus si on n'a personne pour les faire respecter, et si de surcroît, quand les gens sont pris en infraction, il n'y a pas de condamnation, à quoi ça sert? Aujourd'hui, en France, c'est ça, l'élevage, c'est ça. Non, il n'y a pas de règles pour protéger les animaux. Il n'y a pas de contrôle, pas assez. M'entendez-vous plaisanter, madame? La DDPP, madame, il y a des contrôles dans les élages, il y a des contrôles dans les abattoirs, il y a un référent protection animale dans tous les abattoirs en France. La France a mis en règle une règle mieux-disante. C'est Stéphane Le Foll qui l'a fait. Auparavant, il y avait, c'était au-delà d'une certaine taille d'abattoir, qu'il y avait un référent protection animale. Monsieur Le Foll a décidé que c'était tous abattoirs. Il y a même aujourd'hui des vétérinaires qui sont postés au poste d'étourdissement des animaux dans les abattoirs. Madame Lambert, ces mêmes techniciens vétérinaires, on l'a vu dans certains dossiers, encore un dossier qui a été appelé ce matin au tribunal de police de Versailles et qui a été renvoyé au mois de janvier. Ces mêmes techniciens vétérinaires, ce sont ceux qui utilisent la pile, qui aident les salariés à utiliser la pile sur des cochons quand ils vont dans les couloirs pour se faire étourdir. Lorsqu'il y a des gens qui travaillent mal, il faut les sanctionner. Mais c'est les abattoirs qui ne travaillent pas correctement, il faut les sanctionner. C'est clair. Vous interrogez là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut les sanctionner. Pour ça, il faut voir ce qui se passe. Le député Olivier Falorni avait proposé une solution que je trouvais très bien, qui consistait à dire on va mettre de la vidéo dans les abattoirs, comme ça on pourra voir s'il y a des abus. Ça n'a pas été voté. Donc il y a eu un refus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour les vidéos dans les abattoirs ou pas? Dans la loi alimentation qui vient de sortir, à titre expérimental, il y aura des vidéos postées à certains endroits. Oui, mais sur des abattoirs volontaires. On ne l'impose pas. Écoutez, qui a le plus protesté? Les salariés d'abattoirs. Parce qu'ils ne veulent pas travailler sous surveillance. Moi, je crois qu'il faut... Moi, j'ai dit, quand j'ai été auditionnée par la commission, des vidéos dans les abattoirs pour filmer les gestes et améliorer le travail des personnes qui sont dans les abattoirs, améliorer les équipements
pour pas qu'on revoie des équipements désuets comme ceux qu'on a vus la semaine dernière. Ça, oui, il faut le faire. À vertu pédagogique, mais filmer en permanence, non. De la même façon, moi je pense, et je ne suis pas favorable à l'abattage à la ferme, parce qu'il y a un autre problème qui est la question sanitaire. Imaginez, si les abattoirs sont venus en ville avec des vétérinaires pour surveiller, c'est justement pour la fiabilité sanitaire. Je me précipite vite. Bien sûr. Vite. Question sanitaire chez vous? Si je vous dis viande abattue à la ferme sans garantie sanitaire... Voilà un éleveur qui abat chez lui. Alors, en ce qui concerne l'abattage à la ferme, ce qui est prévu, c'est que les outils qui seront mis c'est-à-dire les remorques d'abattage ou bien les camions, ça sera un prolongement de l'abattoir. Donc ils seront accompagnés d'un technicien de l'abattoir. Il y aura l'examen post-mortem et anté-mortem qui sera effectué. Oui. Il y aura, mais pour l'instant, la Direction Générale de l'Alimentation a porté plainte contre monsieur parce que justement ce qu'il fait n'est pas conforme. À l'heure actuelle, c'est clair, c'est pas conforme. Mais ça aura permis au moins d'aboutir au fait qu'on fait évoluer la législation et qu'aujourd'hui, la seule problématique, c'est d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Aucun pays ne l'a fait. Le seul pays qui l'a fait, pays qui l'a fait, c'est la Norvège. La Suède. Et le coût de revient du kilo de viande est à 10 € le kilo. Oui, non, mais donc, ça, c'est autre chose, parce qu'il faut dire tout dans son ensemble. Il faut tout dire. Oui, mais ça les pays scandinaves, par exemple, ne consomment pas les bas morceaux ni les abats. Donc, forcément, le coût aussi, après, il est différent. Oui. En ce qui concerne. Donc là, ça sera encore pire en termes d'accès à la viande. C'est pratiqué en Autriche, c'est pratiqué en Allemagne. La Belgique va s'y mettre, le Luxembourg s'y est mis, et la Pologne s'y intéresse. Renseignez-vous. Mais vous êtes contre? Est-ce que vous êtes contre, Christiane Lambert? Moi, je ne suis... Et pourquoi? Alors, écoutez, je vais vous dire. Moi, je suis éleveur. Oui. Et je ne veux pas abattre mes animaux à la ferme. Les équipements qu'il faut pour arriver à contentionner les animaux, gérer le passage de la vie à la mort le plus rapide possible et sans souffrance, je considère qu'il y a aujourd'hui des abattoirs qui ont investi et qui sont modernes et qui permettent de le faire avec, en 10 secondes, l'arrêt de la vie chez l'animal. Donc moi, je n'ai pas capacité, et monsieur non plus. Oui, mais... Les animaux qui sont transportés aujourd'hui tels qu'ils le sont, parce que là aussi, il y a des conditions de chargement qui ont changé. J'élève des porcs depuis 35 ans. Depuis 35 ans, j'élève des porcs. On ne travaillait pas de la même façon il y a 35 ans et aujourd'hui. On a aujourd'hui des équipements qui permettent justement de réduire le stress. Il y a toujours un stress. Quand vous mettez le matador sur la tête de votre animal, il a aussi le stress. Donc, je pense que c'est marginal que certains veuillent le faire si c'est autorisé par la Direction Générale de l'Alimentation. Mais si vous mettez demain animal abattu à la ferme sans garantie sanitaire, je suis pas sûr que les consommateurs l'achètent. Mais on approche de la conclusion. Attendez. Je vais répondre parce que c'est pas ce qui est demandé de la... Je donne le micro. Je vous donne le micro. Oui, mais n'aurait pas. En aucun cas, il ne s'agit de se soustraire au système, d'hygiène ou quoi que ce soit. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est que les animaux puissent être abattus sur le lieu de vie sans subir de stress. C'est-à-dire le chargement en bétaillère, déjà le passage en corridor, le chargement en bétaillère et traverser la moitié du pays avant d'être abattu. On fait sur place, avec les outils nécessaires, les camions abattoirs, c'est un abattoir, sauf qu'il se déplace. Écoutez... Et la remorque d'abattage, elle sert uniquement à abattre l'animal, à le saigner, et après il va à l'abattoir où il est pris en charge par l'abattoir. Non mais écoutez, bien. Que la DGAL tranche, faisons confiance. Très bien. Nous approchons de la conclusion de cette émission. Le fond, finalement. Frédéric Lenoir, c'est que d'un côté, nous avons Christiane Lambert qui élève des truies, qui essaie d'améliorer sans cesse, si j'ai bien compris, la condition animale. Les conditions dans lesquelles vos truies finissent leur vie. Tout à fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Conditions dans lesquelles elles sont élevées. Nous avons Aymeric Caron qui, lui, nous dit carrément, nous ne devons pas tuer d'animaux pour les manger. C'est bien cela. Je voudrais juste prendre 10 secondes pour expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que les 10 secondes, hein. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a une dimension morale à cette question, doit-on tuer des animaux ou pas? Et en fait... C'est pour ça que je termine avec. Voilà, une vache, un cochon, un poulet, quand il se réveille le matin, il est un petit peu comme vous et moi. Il est mu par la même énergie. Cette énergie, c'est le vouloir vivre, dirait Schopenhauer, le conatus pour Spinoza, la volonté de puissance pour Nietzsche. C'est quoi? C'est travailler à la continuation de lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont tous, ces animaux, envie de continuer à vivre parce qu'ils éprouvent ce que Peter Singer appelle, le philosophe australien, des intérêts. Ils ont des intérêts. Ils ont terminé, parce que je voudrais que Frédéric Lenoir... Mais je pense que Frédéric va peut-être parler
De la même chose aussi. Oui, de la même chose parce que c'est pour moi le problème philosophique majeur du XXIe siècle. C'est justement comment nous considérons ces êtres que nous avons toujours regardés avec un profond mépris, c'est-à-dire les animaux non humains. Nous avons commencé à comprendre qu'il fallait que nous les respections, que nous en laissions certains vivre. Ce sont nos animaux de compagnie. Il faut que nous étendions cette sphère de compassion, car en réalité, nous n'avons aucun droit. Bien. Aucun droit. Non, oui, mais de décider. Je veux bien, mais enfin, Jean-Jacques il y a un moment où les phrases se terminent. Je sais que vous faites de la radio, vous coupez vos auditeurs au bout de 10 secondes. Il y a parfois un point. Mais vous savez aussi qu'une pensée, parfois, a besoin de plus de 20 secondes pour se développer. Non, mais d'accord. Et donc, juste pour terminer sur ce point. Terminer, alors. Voilà, la question, elle a été posée par Darwin. Alors moi, on peut se rire de tout, on peut se moquer de tout, on peut dire... Ça, c'est pas se moque de rien, on vous Darwin, déjà, dans la filiation de l'espèce, en 1871, nous expliquait que la morale, c'est-à-dire cette énergie qui guide les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, les humains entre eux, mais également les humains avec ce qui les entoure, le reste du vivant. Et bien, la morale a fait son apparition chez les animaux supérieurs récemment, très récemment, mais qu'elle va continuer à s'étendre et que c'est un élément essentiel de notre évolution. Cette morale, c'est la manière qu'on a, il appelle ça la sympathie, la manière qu'on a de nous comporter les uns avec les autres, également avec les animaux. Et dit que Darwin, dans la suite de notre histoire, justement, l'un de nos progrès essentiels se verra dans la manière que nous nous comportons moralement avec nos cousins animaux. Je suis pas d'accord. Moi, j'élève bien mes animaux. On est d'accord. Déjà là, je sais que vous avez... Frédéric Lenoir. Christiane Lambert. Vos chaussures sont en cuir. J'ai l'impression que vos chaussures sont en cuir. Franchement. Vous êtes végane, vraiment, alors, à tomber si bas, Christiane. Non, mais alors, moi j'ai appris quelque chose. Attendez, j'ai appris quelque chose quand même en lisant le livre d'Émeric Caron. C'est qu'Émeric Caron n'aime pas les moustiques, il les tue. Ah ouais. Il tue les moustiques, il tue les puces, il tue les poules, les punaises de lit, les... Non. Mais c'est vrai, Émeric Caron. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit. Comment j'ai appris exactement la philosophie de Schweitzer qui disait. Vous voulez que j'ouvre votre livre? Oui, Émeric mais Caron. vous lisez très mal. Mais merci. J'ai dit un moustique ne me dérange mais pas. si j'ai un moustique qui tourne autour de moi, qu'est-ce que je fais? J'ai eu l'honnêteté d'expliquer, c'est bon parce qu'on me pose toujours des questions très marginales, qu'est-ce que vous faites avec les fourmis, avec les moustiques. J'ai dit, si un moustique, effectivement... Est-ce qu'on peut parler? Alors, finissez. Je dis simplement que Schweitzer disait, qui était lui aussi un grand défenseur des animaux, disait que les moustiques, lui, les tuait en Afrique à cause du paludisme et qu'il les laissait vivre en France parce que... si les Africains vous entendez dire ça, c'est bien triste quand même, monsieur Caron. Enfin, arrêtez d'être insensé. Et alors Finissez vos phrases vite et puis laissez les autres parler aussi pour donner un autre avis quand même. Je ne crois pas que la tolérance ce soir se soit vue du côté des antispécistes. Oui, enfin... Dans l'insulte, dans... Voilà. Non, mais en occupant l'espace aussi, vous facilitez le débat. C'est à vous. Vous posez une question, vous y répondre. Frédéric Lenoir. C'est incroyable, Jean-Jacques. Je suis navré, mais c'est très étrange. Ah non, c'est pas... Ce qui est vrai, c'est que Frédéric Lenoir a le droit de s'exprimer. Oui, mais vous avez le droit de laisser un invité finir la réponse à la question que vous lui avez posée. Mais je vais poser une question. Vous avez reconnu, vous avez dit que vous tuez les moustiques. Vous n'avez pas expliqué dans quelles circonstances, comment, pourquoi. La nuit, quand ils rôdent autour de vous, je comprends. Ça dépend s'il m'a piqué, s'il cherche à me piquer, comment, pourquoi. Voilà. S'il me gêne, je le tue. Bon, alors maintenant, on va arrêter avec le moustique. Donc ça veut dire que les cochons que vous élevez vous gênent? Bon, allez, Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir. Non, alors c'est vrai que si on regarde l'histoire de l'évolution de la conscience, l'évolution de l'histoire de la conscience morale de l'humanité, on s'aperçoit qu'elle n'a cessé de progresser en tenant compte de plus en plus, je dirais, de l'aspiration au bonheur des êtres les plus faibles de la société. Et au départ, chez les Grecs, c'était pas gênant du tout qu'il y ait des esclaves. Aujourd'hui, ça nous scandalise qu'il y ait des esclaves. Pendant longtemps, on considérait que la femme était inférieure à l'homme, que les enfants, on pouvait les battre et faire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, ça choque les gens. Donc, la conscience morale n'a cessé d'évoluer vers la prise en compte de ceux qui sont les membres les plus faibles de la société. Et c'est ce qui fait la grandeur d'une civilisation, et notamment des civilisations humaines. Alors, les animaux, aujourd'hui, font partie de cette préoccupation morale. C'est effectivement, je pense, le défi des siècles à venir, d'intégrer de plus en plus les animaux dans la sphère morale, ce qui n'était pas le cas du tout avant, puisque jusqu'au 19e siècle, on pouvait faire ce qu'on voulait avec un animal. C'est depuis simplement, c'est rien du tout, 150 ans, on dit on n'a plus le droit d'agir avec cruauté sur certains animaux, pas tous. Et donc je pense que ça va continuer. Et que là-dessus, pour moi, ce qui est immoral, et c'est là que je diffère un peu de ce que dit Émeric Caron, ce n'est pas nécessairement
de tuer un animal pour vivre. Ce qui est immoral, c'est de l'élever dans la souffrance et c'est de l'abattre où il y a un acte de cruauté, ce qui arrive dans la plupart des abattoirs. Et donc le système industriel intensif, les abattoirs tels qu'ils existent, c'est immoral. Par contre, on peut se poser la question, et c'est un débat, on n'est pas d'accord, mais c'est un débat, est-ce qu'il est immoral de chasser et de manger un animal pour vivre? Il y a des populations qui n'ont que cette manière-là de vivre. Tant que nous n'en avons pas besoin. Attendez, c'est le débat du soir. Frédéric Lenoir. Et effectivement, on pourrait se poser la question en l'élargissant aux végétaux. Parce que les végétaux ont une sensibilité. Mais pas la même. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Les animaux, on sait aujourd'hui, regardez, on découvre de plus en plus comment les arbres ont une sensibilité. Communiquent entre eux. Mais ça n'a rien à voir avec la sensibilité des animaux. Comment les végétaux s'épanouissent aussi en fonction de leur environnement, de la musique. Oui, mais scientifiquement, ça n'a aucun rapport. Jusqu'à présent, j'avais de l'estime pour vous. Là, vous m'empêchez de placer 3 mots, alors vous avez parlé 4 fois plus que moi. Et il y a un peu de tolérance, s'il vous plaît. Mais j'ai de la tolérance, Frédéric. Si c'est vous, pardon. C'est le mot de la fin, je me permets juste d'apporter des nuances. Je n'ai pas fini ma phrase. Je me permets juste d'apporter des nuances. Émeric Caron, laissez Frédéric Lenoir. Émeric Caron, laissez Frédéric Lenoir. Allez-y. Frédéric Lenoir. Allez-y. Allez-y, Frédéric Lenoir. Enfin. Ben là, en tout cas, c'était clair ce que vous m'avez dit. J'ai pas fini. Alors je vous dis effectivement, c'est incroyable. Allez-y, effectivement, il faut élargir la question à tous les êtres sensibles. Et si on élargit la question à tous les êtres sensibles, on s'aperçoit que le malheur du vivant, c'est qu'on se nourrit d'un autre vivant, quoi qu'il arrive. Même les herbivores, ils mangent de l'herbe, c'est un être sensible. Il y a de la sensibilité partout, mais ce n'est pas la même sensibilité. Et c'est pour ça que j'ai introduit, et vous allez voir que je vous rejoins en partie. Donc c'était pas peine de s'engueuler alors. Ben oui, mais vous m'avez coupé. Alors allez-y. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut tenir compte des degrés de sensibilité et de conscience du vivant. Et je pense que c'est mieux d'être végétarien que d'être carnivore, parce qu'effectivement, il est plus moral de se nourrir d'un être qui a moins de souffrance et de sensibilité et de conscience qu'un être qui en a davantage. C'est pour ça qu'à mon avis, l'évolution morale de l'humanité passe vers plus de végétarisme. Bien, merci d'être venu nous voir ce soir. Bon, faut-il arrêter de manger de la viande? On a terminé à oui à 48%, non à 52%. Ça s'est resserré tout au long. Regardez, ça s'est resserré tout au long de la soirée. Oui, on pourrait continuer des heures. Émeric Caron vivant. Oui. De la bactérie à Homo ethicus, c'est chez Flammarion. Je l'ai là. Vous l'avez vous aussi, vous l'avez lu. J'ai vu que vous l'aviez lu avec attention. Frédéric Lenoir, lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment. Et puis, la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. On a besoin, on a besoin de sagesse. On a besoin d'apprendre à s'écouter. C'est pas facile. Ah, ça, c'est l'art de la conversation, vous savez ça. Tout à fait. L'art de la conversation, c'est d'apprendre à s'écouter. Hein. Et puis, méditer à cœur ouvert. Frédéric Lenoir. Bien, merci à vous tous et à vous toutes. Et on vous retrouvera pour un 3e numéro le 14 décembre prochain.